En tout cas, c'était l'occasion d'y réfléchir. Donc on pourrait peut-être lire... Oh là là, ça va, on a le temps quand même. J'ai encore un peu. Allez, c'est l'avant-dernier. Lire le début de Carte blanche, c'est dans Espace insécable. Carte blanche. À 8 heures précises, alors que Serge s'éveillait à peine, l'imprimante se mit à ronronner et crachoter avec une discrétion polie. Serge s'assit dans son lit, le cœur battant à grands coups. La distribution des cartes arrivait toujours de manière inattendue. Il avait reçu ses dernières règles de vie seulement 20 jours auparavant. Il décida d'attendre la fin de l'impression pour se lever, réfléchissant aux éléments de sa vie dès à présent modifiés. Un nouveau jeu de cartes annulait systématiquement toutes les directives du tirage précédent. Son dernier jeu avait fait de lui un gestionnaire. La perspective d'avoir à comptabiliser et exploiter les éléments nutritifs extraits de la biosphère ne l'avait pas enthousiasmé de prime abord. Et puis, dès la deuxième semaine, il avait décidé de reprendre toute la nomenclature des plats cuisinés, les recettes actuelles des chefs n'ayant pas grand-chose à voir avec la classification officielle. Il s'en était suivi une période d'activité intense, au cours de laquelle il avait rendu visite aux cuisiniers, comparé les recettes mémorisées à la production réelle, goûté un peu tous les plats et modifié quelques recettes pour le plaisir de rebaptiser solennellement certaines d'entre elles. Donc, plus de gestion des stocks nutritifs. Peut-être cette fois-ci ferait-il partie de l'équipe de navigation. C'était un de ses rêves les plus chers. Il s'imaginait déjà aux commandes de l'arche. L'ordinateur signale à 3 parsecs la présence d'un amas météorique. Serge suggère un itinéraire de déviation qui est accepté aussitôt. L'immense vaisseau, avec ses 150 000 passagers, ses tonnes de métal, ses forêts, ses rivières, s'engage sur la route immatérielle qu'il vient de concevoir. Un silence insolite s'établit, et il se précipita hors du lit. Il y avait 5 cartes, dont 2 publiques et 3 personnelles. La première carte publique concernait sa nouvelle affectation, au biosphère. Il ferait partie de l'équipe qui choisissait les animaux à envoyer à la boucherie. La bouffe, encore. L'autre était une nomination au Conseil supérieur, celui qui prenait toutes les décisions concernant le voyage de l'arche et la vie dans leur mini-monde. La lecture des cartes privées le décida à s'habiller en catastrophe pour se rendre chez Lydie. Lydie habitait aussi la cité de Tokyo, un étage plus haut. Au bout du couloir métallique, à l'endroit où ces derniers temps se trouvait un escalier, il y avait une simple corde à nœuds. Furieux et trop pressé pour chercher le nouvel emplacement de l'escalier, il grimpa à la force des poignets. La facilité crée l'ennui, vraiment. Alors en fait, c'est parsemé de tous les dictons et de tous les proverbes qui représentent un petit peu la philosophie. Alors vous allez me dire, ça c'est pas spécialement féminin, hein. Il n'y a rien de spécialement féministe non plus dans cette vision utopiste. Il est clair que s'il fallait trouver... Je pense que une grande partie des textes de la science-fiction peuvent être lus sans qu'on se demande si c'est un homme ou une femme qui les a écrits, qu'une bonne partie de la production féminine ou masculine n'est pas très nettement genrée, c'est-à-dire que je ne crois pas qu'on ait 2 corpus qu'on puisse distinguer et caractériser comme étant vraiment différents, sauf justement, et c'est bien pour ça qu'on est tombé sur les mêmes textes à mettre en évidence, sauf justement s'ils sont centrés sur la question de l'organisation des sociétés, des interactions hommes-femmes dans ces sociétés, des règles, des valeurs, des échelles de valeurs que l'on a sur la manière dont se construisent les relations entre hommes et femmes. Et ça, c'est pas forcément utopique, et on n'a pas forcément pour but d'écrire des utopies en le faisant. Et d'ailleurs, je note au passage, puisque j'ai fait un petit sondage sur Facebook à propos du paradis, que ce qui en ressort de la part de tous ceux qui ont écrit sur mon mur, c'est qu'a priori, le paradis devait être un endroit très ennuyeux,
Donc, je vous prouve. Il y a peut-être un petit risque pour l'utopie si on arrivait à la réaliser. Mais autant revenir à la science-fiction. Alors, comme le temps presse, on ne va pas lire le dernier extrait, mais il est absolument on magnifique. attend. Bon. Oui, Ah bah c'est gentil. Bon d'accord, alors je vais juste en dire un mot. Pour revenir à une question traitée sous l'angle de la science-fiction, qui est une question féministe, mais pas seulement, j'en reviens un petit peu au quand même de tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'hommes qui sont persuadés, qui sont généreux, intelligents, bien informés, et qui sont quand même persuadés avec une sorte d'évidence qui ne peut pas être remise en question, que les femmes ne sont pas tout à fait leurs égales. Comment est-ce qu'il est compatible le fait qu'un homme puisse avoir du respect, de l'admiration et même de l'amour pour une femme, et en même temps garder intacte dans un petit coin de sa tête la certitude que la femme qui est à côté n'est pas tout à fait une personne comme lui, et surtout qu'elle est très subtilement inférieure, qu'elle compte un petit peu moins. Alors en fait, c'est pas spécifiquement dans la question homme-femme, mais Avatar a quand même un petit peu la perversité de conforter ça, et j'étais parfaitement d'accord, là encore, avec ce que disait Marc. C'est très très insidieux, mais enfin tout naturellement quand même, à la fin, on arrive à une forme soi-disant supérieure d'organisation sociale dans laquelle, comme chez les gens évolués, il est bien normal que l'homme reprenne le dessus et devienne le chef. Et on a des tas de messages subliminaux tout le temps qui en arrivent à ça. Et je suis très heureuse que ce soit un homme qui ait répondu ça et qui les repérait, parce que c'est pas si fréquent. Et donc je disais, on a tous ressenti ça. Et j'ai essayé de me mettre dans la peau de l'opprimé. Je ne suis pas si opprimée que ça. J'ai pas un mari qui me bat du tout. Et c'est même pas à lui que je pensais. Et en plus, en l'occurrence, dans l'histoire que je mettais en scène, je ne devrais pas le dire, mais c'était pas... Le quand même, il tenait pas au fait que la personne en face était une femme. Le quand même, pour tout vous avouer, il était lié au fait que la personne qui était en face n'était pas l'épouse légitime, mais était la femme adultère, qui n'était pas une femme de la même valeur, qui n'était pas un être humain, donc ayant la même valeur individuelle qu'une autre, mais à cause d'une situation extrêmement sociale. On en revient toujours à ça. Et donc, j'ai essayé d'écrire une histoire dans laquelle on avait un homme qui portait ce regard amoureux, sincère, de la part de quelqu'un qui n'était pas complètement abruti, sur un être qui était intelligent, sensible, émouvant, etc. Et qui était dans cette dualité de l'aimer vraiment, et au plus profond de lui-même, et sans se l'exprimer complètement, mais de manière assez claire quand même, de la mépriser. Et après, j'ai voulu raconter tout ce qui se passait. Mais là où la science-fiction permet de traiter de la question d'une manière différente, on aurait pu parler de ça en littérature générale. Je ne sais pas si vous avez lu le roman de Anna Gavalda qui s'appelle « Je l'aimais », qui parle de lâcheté masculine d'une manière qui n'est pas si différente de ce dont je parle dans cette histoire. On aurait pu parler des nazis et d'une prisonnière juive qui n'était pas tout à fait un être humain de la même valeur parce qu'elle était juive. On aurait pu raconter le fond de cette histoire dans un tas de cadres réalistes. Mais moi, j'avais besoin de la science-fiction parce que l'histoire que j'ai racontée, cette créature intelligente, émouvante, etc., ben, c'est pas un être humain, c'est un dauphin. Alors c'est un dauphin génétiquement amélioré, qui est tout à fait capable de parler, qui est extrêmement intelligent, mais quand même, il n'y a pas de doute, c'est un dauphin. Et ça, vous allez être obligé d'accepter, parce que c'est vraiment un dauphin. Et comment est-ce qu'on va se poser la question? Et alors, pour écrire cette histoire et pour qu'elle ait un sens, j'avais quelque chose à construire, et qui était un sacrément beau défi quand il s'agissait de le construire. Il fallait rendre crédible le fait que l'homme tombe amoureux de la femelle dauphin. Donc il fallait qu'ils se rencontrent et montrer par quel cheminement qui peut paraître absurde, et c'est là qu'est le point le plus science-fiction de l'histoire,
il réussissait à en tomber amoureux. Donc je ne sais pas si j'ai réussi, mais je vous avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire au moins ce passage, parce qu'il y en a qui ont été durs à écrire. Donc c'est dans Les yeux d'Elsa, c'est dans Marouflage, et c'est pas au début. Oui, c'est un vrai cadeau. Je n'aurais pas voulu que vous nous en priviez. Merci.